Bonjour Nicolas, nous sommes très heureux de t'accueillir à Bordeaux, mais apparemment j'ai découvert que tu étais originaire du Sud-Ouest, et c'est presque un retour sur des terres pas natales, mais proches. Tu es doctorant en sciences politiques et tu vas nous parler un petit peu des prémices du suffrage universel et son fonctionnement sous le Second Empire. Évidemment, vous verrez au fur et à mesure de l'exposé les éventuels liens qui existent avec la période que nous vivons aujourd'hui. À toi, Nicolas. Ben, merci beaucoup, merci Dominique. Et puis oui, ça me fait très plaisir d'être là parce que j'ai fait une première année de droit ici à Bordeaux avant de partir sur Paris, la région parisienne. Mais je suis effectivement des Pyrénées-Atlantiques, juste à côté de Bayonne, à Boucau. Donc ça me fait très plaisir d'être là, dans le sud-ouest. Donc moi, je fais une thèse effectivement en sciences politiques à l'université de Paris-Nanterre. Une thèse en sciences politiques, mais dans une tradition qui est très marquée par la sociologie et l'histoire. Une tradition qui fait l'objet un petit peu de ce qu'était la science politique dominante il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, c'est une tradition qui se perd un petit peu, mais néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui reste vivant, en tout cas chez les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs. Donc moi, je travaille spécifiquement sur les députés dans les régimes autoritaires et je prends comme cas d'étude le Second Empire, la période impériale, le Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'étend de 1852 à 1870. Et dans ce cadre, dans cette analyse, donc dans ce cadre d'analyse sur les députés dans les régimes autoritaires, je suis amené à travailler sur les élections, puisqu'il se trouve que au cours du Second Empire, les députés sont élus au suffrage universel. Alors, j'utilise le terme suffrage universel parce que c'est celui des acteurs de l'époque, masculin, mais il est effectivement masculin. Donc c'est pas rien comme restriction du corps électoral, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui est une spécificité qu'il faut prendre en compte, et c'est ce que je vais essayer de montrer en montrant comment le suffrage est à la fois mystifié par l'empereur lui-même, par le pouvoir exécutif, autant que fait l'objet d'un contrôle drastique, une domestication de ce suffrage. Et je vais essayer de montrer et d'expliquer pourquoi c'est finalement les deux faces d'une même pièce. Euh, on pourra en discuter. Donc rapidement, quelques éléments de contexte que j'ai fait un petit graphique contextuel, hein, mais on est vraiment, après la proclamation de la République de 1848, grande révolution à l'échelle nationale, mais pas que, y compris à l'échelle européenne, et le gouvernement provisoire s'établit le 24 février 1848. Un rapport de force intense est ouvert par les révolutionnaires qui réussissent à imposer la mise en place de ce suffrage universel direct masculin, un suffrage universel qui met fin au suffrage dit censitaire, c'est-à-dire le suffrage où, pour avoir le droit de voter, il fallait s'acquitter d'un impôt et donc disposer d'un capital économique suffisamment important pour être électeur. Donc, pour vous dire, quand même, on passe d'un corps électoral de 240 000 personnes à l'échelle nationale à 9,4 millions. Donc, c'est dire l'ampleur révolutionnaire, en tout cas, de cette universalisation de ce suffrage. Bon. Et avec cette nouvelle règle du jeu électoral, on met en place la première élection présidentielle au suffrage universel direct de l'histoire, qui est prévue le 10 décembre 1848. Plusieurs candidats, mais parmi eux, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui joue bien sûr sur cette filiation et sur son patronyme. Il va faire campagne sur tout le territoire en rééditant des brochures. Il va faire appel à des officiers, des soutiens qu'il va rémunérer 3 francs par jour dans un comité électoral. Mais c'est surtout de manière un petit peu plus diffuse que va être menée la campagne, puisqu'il va le faire par l'intermédiaire de gravures, de médailles, de biographies illustrées, de lithographies, de chansons, bref, toute une série comme ça d'outils qui vont être mobilisés. Le résultat est sans appel, puisque Louis-Napoléon Bonaparte, est élu dès le premier tour avec 74% des suffrages, 5 500 000 voix, c'est à peu près 55% des inscrits. Et il distance très largement le général Cavaignac, qui était l'ancien chef du pouvoir exécutif de la République, ou le républicain de gauche, le Dru-Rollin, qui fait à peine 5%. Alors comment interpréter ce triomphe de Louis-Napoléon Bonaparte? Karl Marx, bien sûr, dans le 18 Brumaire,
de Louis-Napoléon a fait une analyse pour interpréter ce qui semble quand même une surprise pour les acteurs contemporains. Pour lui, il dit bah, ce triomphe, je le cite, c'est la réaction des paysans, c'est la classe de la nation, une réaction de la campagne contre la ville. Et il a cette fameuse formule où il dit bah, c'est quelque part les paysans parcellaires, la paysannerie parcellaire dont l'origine repose sur ces conditions d'exploitation des terres agricoles. Ce sont des paysans qui sont devenus propriétaires de leurs terres. Eh bien, il explique qu'il y a une logique, non pas de conscience de classe derrière cette paysannerie parcellaire, mais en tout cas une affiliation à ce qui peut être une mémoire napoléonienne dans laquelle la paysannerie a pu se retrouver. Bon, là, il y a quelques travaux quand même. Maurice Agulon sur le Var, Charles Tilly sur la Vendée, Suzanne Berger sur la Bretagne, qui vont affiner quand même cette analyse de Marx pour dire qu'il ne faut pas voir non plus la paysannerie comme un bloc homogène vivant dans les mêmes conditions, parce qu'il y a quand même une diversité des structures agricoles dans tout le pays. Mais néanmoins, effectivement, on peut réfléchir à cette question de la conscience de classe des paysans à l'échelle nationale qui était extrêmement vague. Et là, pour le coup, on peut s'accorder quand même avec les propos de Karl Marx. Un autre élément qui peut expliquer cette élection sans appel, c'est le soutien des notables conservateurs. Louis-Napoléon reçoit le soutien des royalistes, légitimistes ou orléanistes, issus pour la plupart d'un parti, le parti de l'ordre, qui vont voir en lui une opportunité incroyable, tout bons bourgeois qu'ils sont, celui de la stabilité. La stabilité politique assurée par son élection, qui leur évite l'exclusion des positions de pouvoir local et national, alors même qu'on sort d'une révolution républicaine extrêmement forte. Et enfin, et surtout, pour expliquer cette élection, c'est le travail de Bernard Ménager, qui est quand même important, qui parle du bonapartisme populaire et les Napoléons du peuple, où quelque part il évoque que dans les classes populaires, rurales et des anciens soldats de la Grande Armée, il y a une sympathie populaire, imaginaire, fondée sur cette figure du chef providentiel qui est Napoléon. Par son nom, son seul nom, il a pu réanimer cette flamme de la légende napoléonienne, et malgré le renouvellement générationnel. Bon, voilà, trois motifs un petit peu d'explication contextuelle. Pour continuer et vous dire rapidement, mais après son élection donc d'ampleur inédite, premier président élu au suffrage universel direct masculin, Bonaparte, il va sillonner tout le territoire. Il va partir en campagne en tant que chef d'État élu et il va pas manquer une occasion pour rappeler le lien singulier qu'il attache au peuple. Il va dire par exemple à Saint-Quentin, le 9 juin 1850, il va déclarer « Je suis heureux de me trouver parmi vous et je recherche avec plaisir les occasions qui me mettent en contact avec ce grand et généreux peuple qui m'a élu, car chaque jour me le prouve, mes amis les plus sincères, les plus dévoués ne sont pas dans les palais, ils sont dans les chaumes. » Et effectivement, qui sont les membres du palais? Eh bien, c'est ceux du palais Bourbon. Ce sont les députés décriés, les députés de la République. On est encore sous la République. Des députés qui ont décidé, le 31 mai 1850, de faire machine arrière et de revenir à une forme de restriction du corps électoral, en remettant fin quelque part au suffrage universel le 31 mai 1850, en demandant une obligation de justifier de 3 ans de son domicile pour être électeur au lieu de 6 mois, et également de s'acquitter d'une taxe, une taxe personnelle. Bon, concrètement, cette réforme, ça réduit de 30% le nombre d'électeurs, puisqu'on tombe désormais à 2,9 millions. Et ça, c'est une occasion extraordinaire pour le chef d'État élu, pour Napoléon, Louis-Napoléon, d'accroître une tension qui existe entre lui et les députés, des députés républicains. Et il va se déclarer, dès qu'il le peut, partisan de l'abrogation de ce recul. Et il devient quelque part le défenseur inconditionnel de ce droit de suffrage. Et alors qu'il doit quitter le pouvoir, parce qu'il y a une restriction constitutionnelle, premier président de la République élu, mais il ne peut faire qu'un mandat. Bon. Alors qu'il doit quitter le pouvoir, eh bien désormais, il ne peut le conserver que par la force. Et c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, célèbre coup d'État, le 2 décembre 1851, qui est l'occasion alors de renvoyer les électeurs aux urnes. Dès le lendemain du coup d'État, Louis-Napoléon remet en place le suffrage universel et met en place 2 plébiscites pour rétablir l'Empire, un en 1851 et un autre en 1852. Les résultats, là aussi, sont sans appel, 92% de oui au premier, 96% de oui pour le second.
Donc le suffrage universel rétablit l'Empire et détruit la République. Comme il avait promis, il conserve le suffrage universel, néanmoins, il va le segmenter seulement à l'élection des députés. Seules les élections des députés donc, auront lieu au suffrage universel, mais c'est intéressant de voir, en tout cas ce que j'ai pu voir moi dans les archives parlementaires notamment, c'est que tout au long du régime, on a un empereur et ses dignitaires qui vont rappeler systématiquement ce lien singulier qui unit un président devenu empereur au peuple. Et je vous cite juste un ministre qui, à l'Assemblée, au cours de l'Empire, on est en 1866, va dire à un républicain, aujourd'hui, vous, ce que vous appeliez la populace, nous l'appelons aujourd'hui le peuple. Et c'est la consécration, il dit, du droit universel. Bon. Et quelque part, Napoléon prend le suffrage universel comme le symbole de la liberté. La liberté qui l'unit à son peuple et qui assure une autorité consentie par plus de 8 millions de citoyens. Donc là, on voit quand même que l'usage fait de la citoyenneté, du suffrage universel, c'est celui de la stabilité d'un ordre social et d'un ordre politique oligarchique qui a trouvé un allié par l'intermédiaire de ce principe électif, et on va comme ça essentialiser ce qu'est l'électeur, ce qu'est le citoyen, pour soutenir le régime qui a donc un véritable allié par cet outil politique de légitimation. Bon, au-delà donc de cette mystification, de cette réaffirmation du peuple citoyen mystifié bon, pour l'Empire, ce qu'on observe, et c'est peut-être assez contradictoire, mais c'est qu'il y a un contrôle permanent, drastique, de ce même suffrage universel pour l'élection des députés. Et ce contrôle, en parallèle donc de cette sublimation de la citoyenneté, il s'agit effectivement de maîtriser l'incertitude potentielle des résultats électoraux. Parce que voter pour un Bonaparte, c'est une chose. Voter pour les députés soutenus par Bonaparte, c'est autre chose. Donc là, effectivement, il y a toute une série de mécanismes qui vont être mis en place pour maîtriser ce suffrage universel. On est vraiment au tout début. Le premier outil, c'est d'éliminer de la communauté politique les citoyens qui peuvent prétendument s'opposer à Bonaparte. Et là, c'est le régime d'ordre et autoritaire de Bonaparte, puisque la peur du républicain, du socialiste, du rouge, comme on l'appelle, entraîne bien sûr la répression. Le moindre soupçon est l'occasion de procès, et s'ils ne sont pas punis, les opposants du régime s'exilent, et notamment en Angleterre, et on a la figure emblématique notamment de Victor Hugo, exilé donc en Angleterre. Mais en parallèle de la force, il y a un deuxième moyen d'apprivoiser quelque part ce suffrage, c'est celui d'en limiter son universalité. Et là, on retrouve dans les archives, alors bien sûr, les femmes sont exclues de la pratique électorale, mais il y a un décret organique du 2 février 1852, donc dès le lendemain de l'officialisation de l'Empire, sur les élections des députés, où on va dresser une liste de 54 incapacités, de motifs d'incapacité à exercer son pouvoir d'électeur. Alors on retrouve le crime, la rébellion déjà, on voit tout ce qui peut s'y glisser, la tromperie, le vol, mais des choses aussi liées par exemple au vagabondage, la mendicité, la mutilation d'un arbre, l'empoisonnement des bestiaux, mais aussi des éléments davantage liés aux élections, le fait de s'inscrire sous un faux nom sur les listes électorales, la menace des électeurs, le détournement du vote par de fausses nouvelles, la fake news avant l'heure, la corruption ou l'obtention de dons et de deniers. Bref, toute une série d'éléments comme ça sur lesquels on va voir en tout cas les responsables locaux et notamment les préfets locaux qui vont essayer de façonner cette règle, les limites et un cadrage. Et enfin, il y a une dernière arme politique sur laquelle je voulais quand même insister, parce que je crois qu'elle est profondément d'actualité, mais on pourra en discuter, c'est la question de la candidature officielle. Sous le Second Empire, vous avez une pratique qui est la désignation par le pouvoir exécutif, donc par l'empereur, d'hommes qui peuvent officiellement être patronnés et soutenus par le régime. Ce sont des candidats donc patronnés, des candidats officiels, qui en retour de ce soutien vont avoir le soutien de tout l'appareil d'État qui va se mobiliser pour leur victoire. Quand je dis tout l'appareil d'État, professeurs, instituteurs, gardes champêtres,
fonctionnaires, gendarmes, maires, tous vont se mobiliser pour ces candidats officiels. Et là, on le voit, par exemple, hein, ça se voit y compris dans les affiches, puisque les candidats officiels sur tout le pays vont se retrouver avec des affiches blanches, de couleur blanche, à la différence des autres candidats qui ne peuvent avoir que des affiches de couleur, en l'occurrence, là, verte. On est dans le cadre d'une élection dans les Landes. Et donc, ce qui est intéressant, hein, c'est la manière dont c'est justifié. Parce que, en fait, ces candidatures officielles, hein, il ne faut pas fantasmer ce qu'elles sont. Elles étaient utilisées avant, mais elles étaient cachées. Sous la monarchie de Juillet et avant, sous la Restauration, le gouvernement pouvait soutenir des candidats, ce qu'on appelait les candidats ministériels, mais il le faisait de manière discrète. Là, aujourd'hui, il s'agit de l'afficher publiquement sous le Second Empire et de le justifier. Là, c'est des circulaires, pour le coup, confidentielles du ministère de l'Intérieur, où on utilise les termes, on dit bah, si le suffrage doit être libre, et je le cite, hein, la circulaire ministérielle, ministère de l'Intérieur, il doit aussi être éclairé. Il doit être éclairé par le pouvoir exécutif. Donc, autrement dit, oui, le suffrage est libre, mais il faut quand même le contrôler et le maîtriser. Et pour vous dire quand même l'efficacité de cette candidature officielle, c'est que sur tout le régime, sur tout l'Empire, entre 1852 et 1870, c'est 84% des députés. 84% des députés sont des candidats officiels. En 1852, hein, la première législature du régime, on est à 95,8% de députés issus de la candidature officielle. En 1857, 95,5%. Bon, mais c'est dire, là, vous voyez la carte des résultats, le 1, c'est 100%. Et après, plus on descend, il y a quelques données que je n'ai pas réussi à collecter, mais bon, vous avez quand même une idée de la manière dont se répartit un petit peu le vote. Mais c'est dire quand même si l'obtention du soutien impérial va conditionner son entrée au Parlement, bon, le Parlement qui s'appelle le corps législatif sous le Second Empire. Bon, comment expliquer maintenant le fait qu'il semble, en tout cas, qu'il y ait une certaine ambivalence entre d'un côté la surexploitation, la survalorisation de la citoyenneté politique, de ce suffrage universel, et en même temps, de l'autre côté, le contrôle drastique d'un tel outil. Alors moi, ce que je souhaite, en tout cas, je le fais dans le cadre de ma thèse, c'est un chapitre de ma thèse, hein, mais je l'analyse comme étant, quelque part, la même face d'une seule et unique pièce du jeu politique, c'est-à-dire la lutte pour le monopole de la représentation politique. Et je vais essayer donc de parler assez rapidement hein, de ce processus-là hein, dont je vous ai mis un schéma. L'idée, c'est que, certes, les députés sont élus, ils sont élus par les citoyens, comme l'empereur, mais symboliquement, les parlementaires ne sont plus responsables devant les électeurs qui les ont élus, mais devant l'empereur dont ils doivent leur élection. Donc, quelque part, il y a une inversion de la question de la délégation politique, de la représentation, puisqu'il s'agit maintenant d'être délégué par l'empereur. On est délégué par l'empereur pour le représenter à l'échelle locale. Les députés donc, sont élus, certes, mais au nom du chef d'État. Et ça, comment ça se perçoit? Donc, vous voyez, c'est le schéma, hein, c'est-à-dire qu'il y a une délégation électorale des citoyens vers l'empereur, et en même temps, l'élection des députés ne vient que ratifier l'autorité du chef d'État. Et ça, je pense que c'est d'une actualité quand même. Bon, on peut en discuter, hein, mais c'est quelque chose, en tout cas, d'important, selon moi, pour penser aussi les conséquences de l'élection du président de la République au suffrage universel. Comment cela se perçoit au quotidien, on va dire, au cours du Second Empire, le fait qu'on rejette comme ça le statut de représentant du peuple à ses députés élus? Bien d'abord, il y a des règles assez simples. On va, par exemple, interdire aux parlementaires d'imprimer leurs discours au sein de l'Assemblée. Ils ne peuvent pas imprimer les discours prononcés dans l'hémicycle, à moins d'être autorisés par le président du corps législatif à le faire. Corps législatif et de l'Assemblée. Alors là, c'est fort parce qu'évidemment, on pourrait se dire, hein, derrière, ce serait sanctionné le faire imprimer par une lourde amende. On peut se dire, ces parlementaires essentiellement notables, grands bourgeois industriels pour beaucoup, qui émergent comme ça dans le jeu politique, payer une lourde amende, ce n'est pas un problème. Mais le gouvernement et le régime est assez fin, puisqu'il s'agit de faire payer l'amende, non pas aux candidats ou aux députés lui-même, mais aux imprimeurs
et aux distributeurs de ces discours. C'est fait. En plus, on se retrouve dans le cadre d'une assemblée dont les débats et la publicisation des débats est complètement contrôlée. La presse n'a pas le droit à l'interdiction de parler de ce qui se dit au sein du corps législatif. Donc la seule possibilité, c'est de voir le journal officiel qui retranscrit de manière plus ou moins précise, de manière très contrôlée en tout cas, qui va retranscrire quelques débats, quelques interventions, mais parfois en anonymisant complètement, en disant un membre de l'Assemblée a dit que, etc. Bon, mais l'idée, c'est quoi? C'est que les députés, ils ne peuvent pas projeter leur travail en dehors de l'hémicycle. Ce qui se fait dans l'hémicycle reste dans l'hémicycle, et encore une fois, ils ne sont pas là pour représenter les électeurs, ou en tout cas leur rendre des comptes. Bon, voilà un exemple, mais je vais vous en citer un autre qui me semble important aussi. Important pourquoi? Parce qu'il est aussi un peu d'actualité, parce que c'est ce qu'a essayé de mettre en place Emmanuel Macron à 2 reprises, en 2017 et 2018. C'est l'ouverture des sessions législatives. L'empereur met en place tous les ans une grande cérémonie. Là, on est au Palais des Tuileries, où il rassemble le Conseil d'État, le Sénat et bien sûr le corps législatif, rassemblés autour de lui. Donc c'est une cérémonie fastueuse, coup de canon, etc. Bon, j'avais publié un article dans La Pensée à ce sujet, en faisant le lien avec Emmanuel Macron, si ça vous intéresse. Mais on voit effectivement que durant ces cérémonies-là, c'est l'occasion pour l'empereur d'ouvrir officiellement les sessions législatives. Il ouvre, il annonce l'ouverture des sessions. Et surtout, durant ces cérémonies, un par un, à l'appel de leur nom, les députés sont appelés à faire un serment de fidélité. Ils doivent prêter fidélité, serment de fidélité à l'Empire, à l'empereur et à la Constitution. Encore une fois, on parle de députés élus au suffrage universel. Et enfin, un dernier élément, mais il y en a d'autres, mais bon, un dernier élément sur lequel je voulais insister, c'est la question, non pas forcément seulement de ce qui s'impose aux députés, ils ne sont pas représentants du peuple, mais la manière dont eux vont l'intérioriser et vont eux-mêmes accepter cette logique qu'ils ne sont pas là pour être des représentants du peuple. Eh bien ça, je l'ai vu par l'intermédiaire des professions de foi, des circulaires électorales, les professions de foi de l'époque, des différents députés. Donc j'en ai analysé 254 pour les élections de 52, 1852 et 1857. Et dans le cadre de ces professions de foi, donc j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'on mettait en avant, qu'est-ce qu'on ne mettait pas en avant. Eh bien, évidemment, on ne va pas parler du programme. On ne va pas parler de ce qu'on doit défendre. Le programme, il se révèle très secondaire. On ne parle pas d'idées. En revanche, 6 circulaires sur 10, qu'il s'agisse d'ailleurs de candidats officiels ou non, 6 circulaires sur 10 vont afficher au grand jour leur appui à Louis-Napoléon. Ils vont dire et appuyer que leur candidature est avant tout là pour valoriser les qualités du chef d'État. Alors, les qualités du chef d'État, j'ai retrouvé dans 45% des circulaires. Et surtout, 56% des circulaires vont faire part de leur dévouement. Le dévouement à Louis-Napoléon ou au prince-président à l'époque devenu empereur. Et quelque part, l'enjeu local, il est complètement oublié. La question de représenter les électeurs par son propre nom est complètement oubliée. L'élection est dépersonnalisée. Il faut voter pour Bonaparte et surtout pour son représentant naturel sur le territoire qui est prêt à l'assister. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais vous en avez là, le troisième, électeur de l'arrondissement de Metz, réunissons-nous tous dans le même sentiment de dévouement au prince-président de la République. Le premier aussi, le premier document, je saisirai avec bonheur toutes les occasions de le seconder dans ses nobles efforts pour atteindre un but si désirable. C'est à mes yeux le premier devoir de tout bon citoyen. Et ainsi de suite. Bon, l'idée aussi de la deuxième, c'est que c'est une consécration bonapartiste de voter pour un député soutenu par Napoléon Bonaparte. Donc, quelque part, voilà, on se retrouve dans une situation où il y a une concurrence pour le monopole de la représentation politique, et cette concurrence, c'est bien sûr Louis-Napoléon Bonaparte, l'empereur, qui veut tenir le rang et qui, pour le coup, domine cette représentation politique. C'est lui le représentant, et lui seul, le représentant des électeurs. Et donc, quelque part, le suffrage universel, à ses prémices, je pense qu'il faut le questionner dans les usages qui sont faits de ce suffrage, de la citoyenneté politique, non pour le pouvoir de tous, mais pour la gouvernance d'un seul.
Et le vote, hein, qui peut être pensé comme un système de désignation de représentants, ben finalement, il s'avère être un outil de ratification de l'ordre établi et une légitimation d'un régime, là pour le coup, autoritaire. Et je vais terminer quand même par Karl Marx, bah, c'est l'occasion, hein, c'est place Marx, hein, photo de Karl Marx là de 1851, enfin peinture, pardon, de Karl Marx de 1851. Et ça, c'est un passage du 18 Brumaire de Louis-Napoléon, de Louis Bonaparte, que Karl Marx pointe. Et en fait, il repérait déjà cet enjeu et le danger du suffrage universel et de l'élection du président de la République au suffrage universel, puisqu'il dit, hein, alors que chaque député ne représente que tel ou tel parti, telle ou telle ville, tel ou tel de pont, ou même la simple nécessité d'élire un 7/50e individu quelconque, opération dans laquelle on ne se montre pas plus difficile pour l'homme que pour la chose, il est lui, donc Napoléon, l'élu de la nation. Et son élection est l'atout que le peuple souverain joue une fois tous les 4 ans. Et il rajoute, hein, et je pense que voilà, on est en plein aussi dans des enjeux contemporains, mais l'Assemblée nationale élue est unie à la nation par un rapport métaphysique, mais le président est élu et uni à elle par un rapport personnel. Et il continue en disant que c'est le droit divin qui vient presque absolument le chef d'État. Voilà, je vous remercie, mais l'idée étant que je pense qu'on peut discuter aussi de la manière dont ça peut actualiser aussi des débats plus contemporains, hein, sur ce qu'est aujourd'hui le suffrage universel, son implication, et peut-être aussi, hein, c'est juste une ouverture que je voulais faire, euh, vous dire que là, au cours des dernières élections législatives, 2022 et 2017, j'ai regardé un peu les professions de foi des candidats macronistes. Eh bien, il se trouve qu'on a retrouvé la mention de candidat officiel d'Emmanuel Macron dans les professions de foi. Alors, je ne pense absolument pas que ça soit quelque chose, une référence directe au Second Empire. Je pense que personne ne l'a en tête. Mais c'est dire en tout cas les représentations intériorisées de ce que doit être un député. Aujourd'hui, quand même, hein, ça questionne ce suffrage universel présidentiel, ben, ça questionne quelque part aussi ce que doivent être des députés. Alors, il y a toute une série de manières de les présenter aujourd'hui, hein, député Playmobil. Bon, enfin, il y a eu toute une série d'images pour parler de ces parlementaires, mais qui, quelque part, passent plus de temps à penser comment être fidèle au régime pour être conduit, plutôt que de penser à être des représentants de la nation. Voilà. Je vous remercie. Tout en ressemblant avec des choses existantes, mais pas fortuites. Tout à fait. Qui est-ce qui souhaite un commentaire? On a 5-10 minutes. Hein. Ensuite, on passera la parole à Jean-Marie. Vas-y, vas-y. Je sais quoi la conclusion. Effectivement, Macron il n'est jamais remis en question, mais quel que soit le niveau médiatique, on les appelait députés, mais y compris ses ministres. Moi, ça m'avait choqué. Je ne sais plus à quelle occasion c'était. Il avait fait une espèce de cabinet de crise. Il y en a tellement que voilà, on ne compte plus. Mais c'était avec Borne, Nathalie a failli sauter. Au moment où on demandait s'il passera pas. C'était pour voir si ça marche. Et en fait, il y avait eu une espèce de cabinet donc de crise. En fait, et on imagine tout à fait quand ils en sont ressortis, c'était impressionnant. Alors, bon, je connaissais le lean management, etc. Et on avait vraiment l'impression que c'était des cadres d'une entreprise qui s'étaient remontés les bretelles par le boss, en fait. Et il n'est que ça, en fait. Et enfin, alors, c'est pas napoléonien, mais dans le principe, ils ne sont là que pour ça, en fait, que comme des subalternes. C'était effrayant, en fait. C'était effrayant, comme les commentaires à la sortie de ce cabinet-là. C'est napoléonien, en fait. Oui. Michel, après Christian. Alors, je vais peut-être énoncer des trivialités, mais en fait, ce dont tu parles, c'est la question du gouvernement représentatif sous le Second Empire, pas de la démocratie. Il y a la question de savoir est-ce que la démocratie se confond avec le suffrage universel. Si on se réfère aux Grecs, tu dois certainement savoir mieux que moi, c'est le tirage au sort. La démocratie, le vote, le suffrage, c'est pour élire, désigner les meilleurs dans une spécialité. Hein. Voilà. Enfin, c'est ce que montre Bernard Manin. En revanche, le principe du suffrage universel, je me souviens quand il y a eu
un tripatouillage politique à propos de l'élection du premier de Bush, où il y avait eu des problèmes d'école de voix pour la Floride. Ouais. Il y avait eu un article, je crois, d'un intellectuel américain qui s'appelle Vidal, qui avait rappelé que le système aberrant qu'ils ont utilisé, parce que ça a permis d'élire Kennedy contre Nixon, ça a permis d'élire Trump contre Hillary Clinton, c'est le système des grands électeurs. Alors que Nixon avait fait plus de voix que Kennedy et que Hillary Clinton avait fait plus de voix. C'est aberrant. Mais ce qu'il expliquait, Vidal, c'est que c'était un dispositif constitutionnel pour empêcher le peuple de s'exprimer, pour biaiser le vox populi. Mais c'est toujours le même but. Et CIA, ça fait pareil pendant la Révolution française. Tout à fait. Oui, mais moi je veux dire quand même justement, c'est le système des grands électeurs. Alors que nous, on est quand même dans ce suffrage universel et on va vers des plébiscites, on va vers des référendums qui risquent d'être des plébiscites. Je trouve que c'est encore pire peut-être que l'élection du président. Quand on aura un référendum sur l'immigration, on va être mal. Christian, tu souhaitais... Oui, je voulais juste signaler, parce que je viens de le lire récemment, puis je vais faire une note du livre de Barbara Stiegler et Christophe Pévard, qui s'appelle Démocratie manifeste. Je vous recommande parce que bon, c'est leur thèse, donc Christophe est historien de l'antique et spécialiste du théâtre antique, mais surtout de la démocratie athénienne, voilà. Et il montre très bien que depuis le début, et il fait référence à Rosan Vallon, etc., que ce modèle de démocratie représentative n'est pas la démocratie, d'une certaine manière. C'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tout va être, au fur et à mesure, et il montre ça historiquement, de tous les débats, mais depuis aussi la Révolution française. C'est la même chose, c'est à chaque fois la même chose. Il s'agit de construire des représentants qui, se disant représentants de l'ordre et donc de la légitimité du pouvoir, ne représentent pas le peuple. Ou un peuple absent, c'est-à-dire un peuple de certains par rapport à d'autres. C'est-à-dire on va découper très fortement, alors on pourrait citer évidemment tous les exemples qui sont là, mais moi je reviens à ce que j'appelle l'expérience démocratique. C'est-à-dire il s'agit de pas faire une histoire institutionnelle des droits, etc., et de confronter toujours la construction du discours constitutionnel, du discours légitimant de l'État par l'expérience démocratique, qui fait cette expérience-là, et comment on la fait, et quelle forme elle prenne. Hein. C'est ça que ça me paraît extrêmement important, parce que c'est toujours la même chose. Dès qu'on a dit démocratie représentative, ce n'est plus la démocratie. C'est un oxymore. C'est un oxymore. Mais c'est fondamental, parce qu'il faut repartir de là. Et ton travail est très intéressant là-dessus, parce qu'on voit bien comment il y a des citoyens, toujours pareil, qui sont plus citoyens que d'autres. En gros, c'est ça. Et on exclut, on inclut, etc., au gré des stratégies. Mais c'est toujours la même chose. Donc, ce qui est au fondement même donc, de la Constitution, parce que ça se veut constitutionnel, c'est une tromperie, enfin, c'est plus qu'une tromperie d'histoire, c'est une imposture. En fait, c'est une imposture. On n'est pas dans la démocratie. Voilà. Je voulais dire ça parce que c'est leur thèse, mais c'est aussi ce que je voulais dire. Voilà. Alors, un mot, et Nicolas et on va très vite. Terminera, je dirais. Malheureusement, on a voilà, donc on va essayer de rester un peu dans les clous. Et on n'est même pas responsable, c'est la technique qui nous a mis dans la Mais ce n'est pas une raison pour continuer. Tu as raison. Alors, Annie, Jean, et ensuite Michel. Juste pour répondre très vite, il y avait un vieux débat chez les républicains anglais, américains, au XVIIe siècle, XVIIIe, qui ressort de temps en temps, qui est le fait que les élus soient responsables devant les électeurs, qui reçoivent des instructions des électeurs
et qu'ils soient responsables. Du coup, s'ils ne respectent ou pas voilà. Même chose, le gouvernement allemand, qui est par rapport au parti. Mais enfin, voilà, il y a un programme, il y a des instructions, on en est responsable. C'est déjà autre chose, quoi. Jean? Oui, la réflexion, moi, c'est le fond de la représentation. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui n'a pas conscience de pouvoir être gouvernant. C'est-à-dire qu'il ne peut imaginer que d'être gouverné. Et c'est-à-dire que par rapport à la représentation, l'alternative, c'est la participation. Mais ce qui me frappe, comment dire, ça n'a pas changé. Le problème, la dérive de la représentation que dénonçait Jean-Jacques Rousseau, elle est toujours permanente, et c'est ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution que de faire, par la prise de conscience politique, par l'éducation, le peuple un gouvernement. Michel? Juste ce que je vais évoquer, là, c'est la perversité du suffrage universel. La perversité parce que, au nom du suffrage universel et de l'onction du suffrage universel, les élus ont un mandat. Ils prennent des décisions sans en référer à leurs électeurs. Et puis, si les électeurs ne sont pas d'accord, on organise un mouvement démocratique pour contester une décision prise par eux. Ils disent: ah, mais c'est nous, on a été élus, notre décision est démocratique, vous devez vous plier au suffrage. Je dans mon programme, tout ça. Alors, du suffrage. Okay, merci, Je Michel. vais dire deux questions, mais j'en ai pour une minute, mais vraiment une minute. Non, mais c'est juste ça. Pour résumer ce que je voulais dire, deux problématiques. Je ne peux pas la développer. À quelles conditions une décision prise par une instance apparaît comme légitime au regard de ceux par lesquels elle s'applique comme règle et conduite à suivre sous peine de la sanction de la loi? Ça, c'est la première problématique que je vois. Et la deuxième, c'est comment une délibération citoyenne démocratique, en tant que procédure, peut s'accorder avec un espace-temps suffisant et juste et nécessaire pour que celle-ci préside à la décision qui est prise au bout du compte. Parce qu'au bout du compte, il y a une décision qui est prise. Voilà. Et ça me paraît extrêmement important. Et tenez-vous compte, c'est-à-dire une délibération citoyenne démocratique. Et ce que tu dis est vrai, à partir du moment où le peuple, j'arrête là, ne se sent pas capable, enfin, ou au moins on le culpabilise pour dire qu'il n'est pas capable, et bien à ce moment-là, les représentants affluent du pouvoir et qui vont organiser la tromperie. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis. Nicolas, merci beaucoup parce que je trouve ça très intéressant. Il y a deux axes, j'ai l'impression en tout cas, de réflexion. À la fois un aspect davantage lié à ce qu'est la démocratie, la question de la représentation, et en même temps une question liée aussi aux parlementaires et le fait qu'ils ne remettent pas en question le chef d'État. Mais d'abord sur la question de la démocratie, je pense que ça quand même, et les échanges qu'on a, ils sont importants, mais d'autant plus importants qu'on a le sentiment que beaucoup de gens réfléchissent à comment renouveler les réflexions sur la démocratie, sur la citoyenneté, et je trouve qu'on ne le voit pas assez dans le cadre, en tout cas, de nos réflexions politiques programmatiques dans les différents partis politiques, où parfois l'idée de nouvelle république suffit à dire il faut changer le système. Et ça, je pense que c'est quand même un défi de dire, c'est pas tout, de dire il faut une sixième république, il faut changer la république, il faut concrètement réfléchir à tous ces mécanismes. L'élection du président de la République, le suffrage universel, l'existence de deux chambres, la question de la démocratie représentative ou pas. Je pense que ça, il faut quand même, c'est bien de renouveler ces questions et c'est un vrai défi, d'autant que, bon, vous parliez de la perversité de la démocratie représentative. Tout à fait, et toute une série de travaux l'ont montré. J'en fais référence juste à un, mais c'est celui de Pierre Bourdieu, qui, sur ces questions, sur le fétichisme de la délégation politique, a été extraordinaire pour pouvoir expliquer aussi cet effet de ventriloquie usurpatrice. Comment on crée des fétiches politiques qui sont, pour le coup, des créations des électeurs. Sans les électeurs, il n'y a pas d'élus. Et malgré tout, une fois élus, ça devient des fétiches politiques dont on accorde quelque part une capacité de parler en notre nom. Il parle de plena potentia agendi, le plein pouvoir d'agir pour lui, au nom de lui et sur lui. Bon, bref. Donc, effectivement, je pense que c'est important, surtout que ces débats, on a l'impression qu'ils ont été classés avec l'abbé Sieyès, qui a tranché la question mandat impératif ou mandat représentatif. Vous parlez du mandat impératif, et sur lequel, voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on puisse continuer d'y réfléchir. C'est quand même très important. Là, juste ce que je voulais montrer,
c'est que, au-delà, effectivement, de ces questions importantes de manipulation, contrôle de la démocratie et du suffrage universel, c'est les usages qui en sont faits par un pouvoir exécutif. Et de voir qu'au-delà, bien sûr, de l'usurpation de la parole populaire, il y a aussi un jeu presque intra-élitaire qui se joue entre un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif, et avec justement des députés qui se retrouvent aussi pris dans ce jeu et dans ce piège de cette démocratie, entre guillemets. Alors là, il y a eu tous les termes hein, de l'époque, des acteurs de l'époque parlent de démocratie césarienne. Donc je trouve ça, c'est toujours bien. Les démocraties avec des adjectifs, il y a toujours un hic derrière. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate quand même avec le suffrage universel? On se retrouve un peu avec les mêmes mécanismes que sous la période impériale. Je parle de mécanismes, hein, on fait juste des comparaisons. Mais c'est quelles sont les conditions qui rendent justement la fidélité possible de parlementaires? Comment ça se fait qu'on a des députés qui sont des bénis-oui, qui disent oui à tout? Bon. Je pense que l'affaiblissement des partis politiques et se retrouver avec un président de la République qui n'a pas de structure et qui n'avait pas de structure partisane. La structure partisane est arrivée après, un processus de légitimation presque pour essayer justement d'avoir des candidats le représentant sur le territoire. Et quelque part, le parti était aussi un filtre, quel qu'il soit, hein, à droite, à gauche, mais c'est un filtre dans lequel pouvaient aussi se jouer des jeux internes d'opposition parlementaire. On l'a vu sous le mandat de François Hollande, dans lequel les frondeurs socialistes étaient aussi organisés et structurés. Ce qui a rendu possible, c'est les conditions en tout cas de la rupture de cette fidélité, c'était quand même l'existence aussi d'un appareil partisan en capacité de faire le filtre quelque part face à cette demande et cette injonction de fidélité. Et là, je pense que c'est un enjeu important, parce que sous le Second Empire ou sous Macron, ce qu'on constate, c'est que ce sont des députés novices. C'est des députés qui sont des primo-entrants dans le jeu politique. Sous le Second Empire, c'est 70% des députés. Hein. Ce n'est pas les notables locaux établis depuis longtemps qui arrivent comme ça et qui sont reconduits dans le jeu politique. Et d'ailleurs, Marx s'en moquera un peu, parce qu'il dira, ben vous, monarchistes, vous pensiez que Napoléon allait vous assurer vos positions et les garder, ben regardez, et constater que non, il en profite pour renouveler la classe politique, et il s'appuie d'ailleurs beaucoup sur une nouvelle bourgeoisie industrielle et financière, les frères Pereire, par exemple. Bon, bref. Et on se retrouve quelque part un peu dans cette situation, dans les mêmes configurations, où un très fort renouvellement du jeu politique ben, favorise aussi cette fidélité et cette difficulté à pouvoir exister en dehors et de contester quelque part ben, la seule autorité à laquelle vous devez votre élection. Et ça, je pense que bon, c'est quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui. Il faut faire attention hein, parce que Emmanuel Macron avait annoncé au début de son premier mandat qu'il voulait engager une réforme constitutionnelle pour une démocratie, je crois que c'était juste, apaisée ou quoi. Mais dedans, c'était la réduction de 30% du nombre de parlementaires. Bon, et je pense que, voilà, évidemment, on ne va pas retomber forcément dans une configuration impériale, je ne dis pas ça, mais on est sur des mécanismes de domination à plusieurs niveaux qu'il faut prendre en compte, y compris à l'échelle bon, intra-élitaire. Merci. Non. Je remercie beaucoup Nicolas. Merci. Non, je regrette de jouer le... Non, mais t'es obligé. Le maître des horloges.